Alors, quelles sont du coup les conditions et les limites du LMNP? Alors, pour être en location meublée, les conditions, c'est simplement de réunir un logement qui va proposer un bien immobilier avec des meubles. Le mobilier, c'est 11 éléments qui sont édictés dans un décret qui a été publié depuis la loi Allure. Ce décret donc précise qu'il nous faut une literie avec couette couverture, il nous faut un dispositif d'occultation dans la pièce à coucher, il nous faut un four ou un four à micro-ondes, des plaques de cuisson, un réfrigérateur avec un compartiment fraiseur ou réfrigérateur et congélateur. Il nous faut les ustensiles nécessaires, les ustensiles de cuisine, le nécessaire pour la prise des repas, table et sièges. On va avoir besoin de luminaires, également d'étagères, ainsi que le nécessaire pour le nettoyage des locaux. Finalement, quand on liste ça, on se rend compte qu'il y a pas besoin de beaucoup de choses pour être en meublé. Pas besoin de canapé, on n'a pas besoin de télé. Pour autant, après, c'est le positionnement de l'investisseur qui va lui donner soit une vraie volonté d'aller chercher un prix, des prestations et avoir un effet souvent coup de cœur qui peut être annoncé et qui va permettre vraiment de majorer son loyer. Et donc, du coup, là, on va chercher encore plus que cette liste, on va fournir beaucoup plus d'autres choses. Ou alors on va se contenter finalement du minimum requis et dès lors qu'on va signer un contrat de location meublé, eh bien on va se retrouver sous le régime de la location meublée, non professionnelle ou professionnelle, ça on va le voir après, mais en tout cas on va être en location meublée. À partir de ce moment-là, on va avoir une démarche à réaliser qui doit intervenir dans les 15 jours qui suivent le début de l'activité. Alors, quand est-ce qu'on acte pour cette date butoir? Soit c'est à la date d'acquisition parce qu'on a vraiment décidé de se lancer dans la location meublée et on le sait qu'on va basculer en location meublée, soit c'est au moment où on va basculer de la location nue à la location meublée, c'est-à-dire au départ du locataire. Là, on va changer de mode de location et donc il va falloir faire une déclaration d'activité. Cette déclaration, c'est une démarche extrêmement simple qui se fait sur le site infogreffe.fr dans l'onglet formalités, où on va indiquer que désormais on est un loueur de meublé. Ceci va permettre tout simplement d'obtenir un numéro de SIRET. Et alors je précise bien que même si on fait une activité de location meublée au micro BIC, enfin, en optant pour le régime du micro BIC, enfin, alors je vais revenir dans le détail du micro et du régime réel, mais bien qu'on soit en micro BIC, on doit avoir obligatoirement cette étape déclarative qui va permettre d'obtenir un numéro SIRET. Très souvent, on rencontre des investisseurs qui nous disent non, non, au micro, on n'en a pas besoin. Non, on n'a pas besoin de le reporter sur sa déclaration d'impôt. Là, je suis d'accord avec l'investisseur. En revanche, on doit systématiquement avoir un numéro de SIRET. Alors, et lorsqu'on va faire cette déclaration d'activité, c'est là qu'on va devoir déterminer une option fiscale. C'est-à-dire, est-ce que je décide d'investir et d'opter pour le micro BIC ou pour le régime réel. Puisque ce que j'ai oublié de dire, c'est que lorsqu'on fait une activité de location meublée, on n'est pas en revenu foncier, évidemment, on est dans une catégorie de revenus qui sont des bénéfices industriels et commerciaux. Alors ça perturbe aussi certains investisseurs non avertis parce qu'ils se disent, vous ne m'avez pas compris en fait, je ne suis pas un professionnel. On est bien d'accord, même si vous réalisez cette activité dans le cadre d'une activité de gestion patrimoniale, eh bien, vous devez avoir cette démarche et faire ce choix et déclarer dans cette catégorie BIC. Donc, le choix de l'option, c'est soit le micro BIC avec un abattement forfaitaire de 50%. Donc, c'est d'ailleurs le régime de plein droit qui va s'appliquer dès lors que vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 72 600 euros ou 176 200 pour ceux qui font de la location meublée saisonnière et qui ont le label classé. Ok. Donc l'avantage dans cette situation-ci, c'est je perçois 10 000 euros de revenus locatifs, eh bien je serai taxé seulement sur 5 000 euros ou alors sur 2 900 euros si j'ai la chance d'être en meublé classé. Alors c'est souvent perçu comme une aubaine de la part de l'investisseur parce qu'en location vide, l'abattement forfaitaire il est seulement de 30%. Donc il est vraiment déjà très content et on le voit puisque pour avoir la donnée de 2018 en termes de déclaration d'impôt sur le revenu, 87% des loueurs optent pour le micro BIC. À mon avis, ils ne connaissent pas le régime réel, il est mal connu et considèrent qu'ils
fonctionne de la même manière qu'en location vide. Donc très souvent, dès lors qu'on n'a pas de charge, on considère que c'est le micro qu'on doit choisir. Or, en location meublée, c'est bien différent, puisqu'en location meublée, vous avez la possibilité de déduire déjà toutes les charges. On ne va pas se cantonner aux charges de réparation, d'entretien, d'amélioration, comme dans le cadre de la location vide. Toute dépense engagée pour cette activité est déductible. Si vous avez des frais kilométriques pour vous rendre à une assemblée générale de copropriété, eh bien, c'est une charge qui est bien engagée pour cette activité. N'hésitez pas à la déduire. Et quelques exemples autres comme ça, mais surtout, d'important, c'est cette capacité d'amortir votre immobilier. Qu'est-ce que c'est que l'amortissement de l'immobilier? Si je vulgarise à l'extrême cette notion, eh bien, ça veut simplement dire que vous pouvez déduire votre achat immobilier. Et c'est le seul dispositif aujourd'hui dans l'immobilier en nom propre qui va vous le permettre. Alors, comment on va le pratiquer? Eh bien, en fait, c'est assez comptable, hein. On prend la valeur de votre bien, la part du terrain ne peut pas s'amortir. Puis ensuite, on va l'éclater par composants et chaque composant du bien immobilier, entre le gros œuvre, entre la toiture, entre l'installation générale et technique, entre l'agencement, eh bien, on va avoir un pourcentage sur votre bien qu'on va amortir sur des durées différentes. Grosso modo, ça vous donne une durée d'amortissement entre 25 et 30 ans de la valeur de votre bien. Là encore, je vulgarise pour que ce soit plus simple à comprendre. Mais votre bien, cet amortissement va vous permettre en tant qu'investisseur d'effacer à lui seul, sans même dépenser un seul centime, 40 à 80% en moyenne de votre revenu locatif. Évidemment, ça va dépendre de votre rendement locatif. Plus on a un rendement important, eh bien, plus la quote-part de l'amortissement est faible, et plus on a un rendement faible, plus la quote-part de l'amortissement est important. Sur les biens neufs, on a parfois des amortissements qui représentent 100% de la valeur des loyers. Donc, c'est quand même très important. Et donc, évidemment, dès lors qu'on rajoute une taxe foncière, un peu d'intérêt d'emprunt, eh bien, on arrive à un résultat qui est nul, qui va donc permettre à l'investisseur d'avoir des revenus locatifs non imposés ou très faiblement imposés entre 20 à 30 ans en moyenne. Super, bah, c'est hyper clair. Moi, c'est aussi cet exemple que je donne pour vulgariser aussi et prendre des chiffres, parce que oui, sinon il faut prendre chaque partie de l'immeuble, etc. Mais du coup, sur un achat à 200 000 euros, tu me coupes si à un moment je dis une bêtise, hein. Vous allez prendre 80%, parce qu'il y a 20% qui sont dans un appartement qui vont être pris pour le foncier, pour le terrain. Donc tu fais 0 x 0,8, ça fait 160 000 euros, qui va être l'assiette globale, et c'est à peu près sur 30 ans que ça va être amorti. Donc il y a 5 300 euros qui chaque année vont être déduits de tes revenus. Donc si en fait tu louais cet appartement que tu as acheté 200 000, si tu le louais tu le louais 500 ou 600 euros, bah, il te reste presque plus rien à déclarer finalement. Et donc avec en effet les intérêts de l'emprunt, peut-être un petit peu de travaux, la taxe foncière, éventuellement des frais kilométriques si tu en mets un petit peu pour 2-3 déplacements, et bah, tu te retrouves à ne pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années. Oui. Alors après, je préciserai juste parce que malgré tout, même si on vulgarise, j'ai quand même cette casquette de professionnel qui me dit Oui, qu'il faut qu'on bien soit un sûr. peu précis. C'est que l'amortissement va bien se déterminer en fonction du bien et notamment son emplacement géographique. Les 20% que tu donnes sur le foncier, c'est plutôt une très bonne moyenne. On est entre 15 et 40%. On va dire que Ok, sur un Paris intramuros, les recommandations vont plutôt être 40% sur la partie du foncier et puis sur les standards, on est autour des 15%. Sur notre site Amarissimo, on a un simulateur qui va permettre de déterminer. Donc, si un investisseur se pose la question pour pouvoir faire un petit calcul lui-même, eh bien, on a cette possibilité, en rentrant la valeur de son bien immobilier, de pouvoir déterminer la valeur de l'amortissement. Et ce qui trop est bien. très important, On essaiera de mettre un lien du coup de ce petit outil qui peut être bien utile. oui, ce qui est très, très important, et je veux juste apporter cette précision aussi, c'est la détermination de la valeur. C'est bien la valeur du bien au passage en location meublée. Ce qui veut donc dire que si on a reçu un bien d'une valeur à 100 000 euros
il y a peut-être 20 ans et que ce bien aujourd'hui en vaut 200 000, on partira sur cette base de 200 000. C'est la base de la valeur du passage à l'actif qui est prise en compte.